Pourquoi à l'école, on apprend à faire des calculs, mais on n'apprend pas à bien bouger? Que tu aimes le sport ou non, apprendre à bien bouger, c'est primordial. Aujourd'hui, on a accueilli Geneviève Lupien, physiothérapeute en neurodéveloppement pédiatrique, pour discuter avec nous sur ce sujet. Bonne écoute! Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, rebonjour Geneviève, merci d'être revenue encore avec nous sur le Sideline aujourd'hui. Rebonjour, ça me fait plaisir. La dernière fois, on a parlé d'un sujet chaud, les pieds plats. Oui. Donc, on recommence un peu sur ce sujet-là. Oui. Lily, tu avais parlé là, des orthèses plantaires, entre autres, qui pouvaient peut-être nuire au développement, surtout au niveau de proprioception, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a comme des nuances qu'on peut faire par rapport à ça? Bien, je pense qu'il faut juste être conscient que l'apprentissage du mouvement, ça se fait d'une façon qui est neuromotrice. Donc, il faut des fois le voir dans ce sens-là. Est-ce que j'avais un problème qui était plus neurologique, qui m'a amené à avoir des compensations musculo-squelettiques? Parce qu'on a quand même, c'est pas tous les enfants qui ont des pieds plats, qui ont des problèmes neuro, bien sûr. Mais est-ce que ça peut être un petit signe d'alerte que ça aurait été un enfant qui manque d'équilibre, manque de stabilisation au niveau de la ceinture pelvienne, manque de stabilisation au niveau du tronc? Auquel cas, c'est un enfant qui, orthèse ou pas, aurait eu plus tard un pauvre équilibre unipodal, ce genre de choses. Fait que c'est juste de dire la poule ou l'œuf. Mais là, ça, on ne saura pas. Là. Mais donc, ce qui est important, dans le fond, c'est avant de sauter sur les orthèses plantaires, même si ça améliore les choses, être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent qu'on pourrait traiter avec des exercices, exactement. Par exemple. Puis pas laisser l'enfant avec ses orthèses puis que ça soit terminé, renouvellement à vie. Faire le suivi de ça. OK. Que ce soit les médecins ou les physios, de dire est-ce que c'est encore nécessaire parce que ce ne serait pas supposé être encore nécessaire une fois chez l'enfant qui se développe normalement, d'avoir encore apporté ça. C'est super intéressant, point vraiment crucial. Là, c'est pas un abonnement, là, les orthèses. Exactement. OK. Puis là, aujourd'hui, cet épisode-ci, on parle d'orthèse, puis on parle de pieds plats, mais au dernier épisode, on a parlé d'enfance, plus de la petite enfance, des bébés, etc. Cet épisode-ci, on va s'approcher un peu plus de notre clientèle qu'on voit, des préados, des adolescents, que nous, on a une expertise orthopédique, mais toi, tu as une expertise au niveau du neurologique, c'est ça, neuromoteur. Fait que je pense que on va adresser plein de choses qui seraient intéressantes, puis pour nuancer un petit peu là, certaines conditions ou certains sujets là, pour ces enfants-là. Oui, je pense que peut-être nous, un peu, ce qui nous a mis la puce à l'oreille sur l'importance de ce sujet-là, c'est qu'on voit souvent en clinique des jeunes préados, par exemple, qui font 20 heures d'un sport par semaine. Puis là, on se dit, ils font 20 heures de karaté, ils doivent être super bons dans tout. Mais non, les tests sur leur proprioception, ou faire un squat sur une jambe, puis ils sont même pas capables. Fait que là, nous, on trouve ça comme... Ça fait comme pas de sens vraiment pour nous. Puis on se dit peut-être qu'on est sauté à un step d'entraînement surspécialisé trop vite, puis qu'on n'a même pas établi la base. Puis là, c'est ce qu'on se disait qu'au niveau, après qu'on ait appris à marcher, courir, etc. Mais là, la prochaine étape, c'est d'apprendre notre base, la base de comment bouger. Oui. Maintenant, cette base-là, on voit aussi deux types. On a les types très, très, très moteurs, très actifs, ils font quelque chose, ça marche. Puis on a l'autre type, ça semble plus difficile. Les gens de ce côté-là, est-ce qu'on les qualifie de neuroatypiques, donc des gens qui ont des problèmes? Pas nécessairement. En fait, c'est sûr que l'acquisition du mouvement, quand on le regarde d'un point de vue plus neurologique, il faut voir ça un petit peu comme un spectre. À savoir, c'est pas tout le monde qui va... quand on a des problèmes qui vont l'avoir à la même intensité, puis c'est pas tout le monde dans la normalité non plus qui a les mêmes aptitudes. Donc, il y a toute cette zone grise au centre. Donc,
c'est pas nécessairement des gens neuroatypiques, mais leur corps répond pas exactement comme la personne le souhaite. C'est sûr que si on va dans quelque chose de plus pathologique, on a les enfants qui ont des troubles de développement de la coordination, des enfants qui pourraient avoir un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, que toute cette population-là, on va s'attendre à avoir des petits signes neuro qui vont être présents, même si bon, là, peut-être pas pour le trouble de la coordination, mais les deux autres troubles, TDAH, TSA, ou est-ce que c'est un handicap qui est supposé toucher plus d'autres sphères du développement de l'enfant, on va quand même voir des signes neurologiques qui pourraient nuire au mouvement normal. Après, tu sais, on voit des adultes qui ont réussi qui ont des petites atypies puis qui ont réussi à très bien compenser, passer par-dessus pour avoir comme un aspect assez normatif là, dans leur vie de tous les jours, mais on pourrait trouver des signes neurologiques frustres chez eux. On a comme une petite catégorie en neuro là, pour ces gens-là. Là. Vous avez lombalgie pour mettre tout leur nom spécifique au dos. Excusez l'anglais, là, mais j'ai pas le terme en français. La catégorie des mild neurological impairment. Fait qu'on voit des petits signes. C'est très discret. Et puis, c'est pas nécessairement visible sans évaluation, mais ça pourrait expliquer qu'une personne est un petit peu moins habile. Fait que là, es-tu neurotypique, es-tu neuroatypique? Là, je pense pas qu'on peut répondre à cette question-là. Mais tout part du système neurologique, finalement. Mais en même temps, c'est dans les deux extrêmes. Tu sais, là, tu as parlé des enfants qui sont un petit peu moins moteurs, puis des enfants qui sont super moteurs, mais que quand on teste leur équilibre, des fois, il y a des choses qu'on peut remarquer aussi. On dirait que c'est les extrêmes un peu de la cloche. Moi, de la façon que, si on met ça en image, on dirait que c'est un joueur... un joueur de basket super tonique, qui bouge super bien, qui est super rapide, qui est super puissant, mais quand on regarde des trucs un peu plus statiques, un peu plus posturales, bien là, on voit des petites choses qui sont probablement à travailler, puis versus de l'autre côté, où c'est plus un jeune un peu hypotonique, dans le sens que la consistance musculaire est plus basse, qui se laisse un peu plus aller, marche un peu avec une base un peu plus large. C'est des jeunes qui sont moins sportifs, un jeune qui aiment moins l'éducation physique. Fait qu'on dirait que c'est comme dans les deux extrêmes qu'on peut les retrouver. Très intéressant, Mais ces jeunes-là, justement, qui sont de ce côté-là, moins moteurs, est-ce que, on a parlé dans l'autre podcast que le jeu, le plaisir était super important. Ces jeunes-là, c'est pas les meilleurs dans les cours de sport, tout ça, fait qu'ils n'ont pas tant de plaisir. Non, c'est ça. Est-ce qu'on les abandonne? Faut tellement pas, parce que dans le fond, l'idée, c'est bouger pour être en santé, être le plus actif possible. C'est un déterminant de la santé, la santé physique, la capacité à bouger, tout ça. Donc, c'est trop important. Il ne faut surtout pas les laisser de côté. Puis, ils peuvent développer un certain plaisir à bouger éventuellement. C'est sûr qu'ils peuvent. C'est trop plaisant, le mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles je fais mon travail. J'adore bouger. C'est une expérience qui est plaisante. C'est les attentes en lien avec ce mouvement-là qui peuvent, je pense, causer un certain déplaisir à l'enfant. Donc, c'est là plus qu'il faut aller. Je pense essayer de bouger dans un contexte qui va être un petit peu plus ludique. Après, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Si on voit que notre enfant a des problèmes, ben, ça peut être correct de l'aider aussi pour surpasser ça. Donc, ce serait quoi les recommandations, justement? Moi, j'ai un enfant qui est moins moteur, qui a plus de difficultés. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, l'encourager, puis faire de lui un petit qui n'aime pas trop ça, le faire aimer ça, puis devenir un adulte actif? C'est très rare quand je reçois un enfant pour un retard moteur à un âge plus avancé, 3-5 ans, mais je pense qu'on peut faire le même parallèle avec les enfants plus vieux aussi. C'est très rare que l'enfant n'a aucune force. Parce que c'est tellement large, rendu à cet âge-là, la motricité, on parle d'équilibre, de course, de jeu de balle, de ballon. Il y a trop de choses pour qu'il n'y ait absolument rien qui ne fonctionne pas. Donc, on y va avec comme une approche de plaisir puis d'estime de soi. Ça, je suis bon là-dedans. Puis après ça, on va travailler qu'est-ce qui est peut-être un petit peu plus difficile. Pour aller travailler qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile, je pense qu'un bon allié, ça peut être l'enseignant d'éducation physique. Les enseignants d'éducation physique, là, la plupart du temps, c'est tous des sportifs. C'est des gens qui aiment bouger, c'est des gens qui ont une connaissance quand même du geste sportif, là, de ce qu'il faut faire pour être bon. Donc, pourquoi pas les rencontrer à la rencontre de parents? T'sais, à chaque parent, quand on a la soirée de la rencontre, il faut cocher les spécialistes qu'on veut rencontrer. Puis là, tout parent, on se dit, hey, 15 minutes, puis après ça, moi, je m'en vais faire toutes mes autres tâches, mais je suggère toujours à mes enfants plus vieux, d'âge scolaire, que le parent rencontre le professeur d'éducation physique. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée, ça, pour peut-être avoir expliqué la situation, puis juste avoir des encouragements peut-être
spécifique. C'est ça. Faire attention aussi, qu'est-ce que l'enfant aime pas dans le sport? C'est-tu comme, il y a trop de bruit dans le gymnase, il y a trop de monde autour de moi? Les enfants qui sont pas des go-getters de ballon de soccer, là, si tout le monde veut le ballon de soccer, ben moi, je vais aller jouer avec les pissenlits, il n'y a pas de problème. Je vais aller faire une culbute un peu plus loin, comme tout le monde se bat pour le même ballon, sont 12, c'est quoi le point? Aller dans les buts, hein? C'est ça. Ben, il y a d'autres sortes de sports parce que c'est chacun son tour. Le baseball, par exemple. Tout le monde va au bâton. Tout le monde, on change les positions. Ça peut être un sport qui est un petit peu plus... on est un peu plus loin des autres. Donc, essayer de voir c'est quoi le frein chez mon enfant. Puis, qu'est-ce qui lui convient, finalement. Donc, d'essayer différentes choses. Ah, ça, c'est sûr, c'est la clé. Il faut essayer différentes choses, mais il faut vraiment s'assurer de rester à quelque chose qui est récréatif. On peut essayer des choses... On dirait que j'en démarre pas de l'implication du parent. Est-ce qu'il faut absolument l'inscrire dans un cours de patin ou est-ce qu'on peut pas juste louer des patins puis y aller à son propre rythme, au rythme de notre enfant, finalement, là? Au lieu d'être dans une classe de 10 enfants qui patinent, être le seul qui est pas capable de se lever debout. Puis, souvent, quand on n'aime pas ça, c'est parce qu'on n'est pas bon. Ça arrive, oui. Justement, si, admettons, on sait que dans le cours d'éducation physique, c'est le module où on va commencer à faire un sport en particulier, peut-être le pratiquer un peu avec son enfant. Exactement. Tu sais, souvent, les professeurs d'éducation physique, en tout cas, tout le primaire, il y a un peu de sport, mais souvent, il y a beaucoup de jeux vraiment plus ludiques, là, sentinelle, ballon, mémoire, ballon. Il y a tellement de nombre de ballons, là, je suis plus. Fait que c'est sûr que c'est possible d'aller chercher cet aspect-là de façon super amusante. Juste pratiquer avec son enfant, lancer le ballon, l'attraper. Tu sais, c'est une habileté de base qui peut servir dans plein de trucs. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que, tu sais, j'ai pas d'enfant encore, excluant la personne qui parle. Tu sais, vous êtes des mamans, vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs, mais l'éducation physique, c'est un petit peu ça aussi. Absolument. Là, puis il devrait y en avoir plus des cours d'éducation physique. Les enfants ont besoin de bouger. Puis les enfants ont besoin d'apprendre à bouger. Donc, ça serait le fun que ça fasse partie du rôle de l'école. Ceux qui ont plus de difficultés, on fait-tu la récup en éduc? Oui, c'est ça. Oui, bien, ça revient au sujet qu'on a comme un petit peu abordé en début de podcast, tu sais, d'établir les bases, les bases de comment bouger, là, la littératie sportive. On apprend comment faire les lettres, après on apprend à écrire. On devrait apprendre à bien faire un squat, on devrait apprendre à lancer comme il faut. C'est comme tous des trucs de base, puis c'est des trucs de base qui nous servent quand on est enfant, mais qui vont nous servir si on devient un athlète de haut niveau, mais qui vont nous servir aussi quand on est rendu une personne âgée, puis pour apprendre à tomber, des choses comme ça. Donc, absolument. C'est une base super importante qui, en ce moment, on dirait... Qu'on néglige un petit peu. On la néglige totalement. Comme tu as dit, on focus sur faire des mathématiques, alors qu'on néglige le développement physique. Puis, je ne sais pas si vous remarquez, mais tu sais, comme quand les jeunes sont vraiment plus petits, bien là, on va consulter peut-être un petit peu plus, tu sais, si c'est pas marché à 12 mois. Mais un petit peu plus tard, justement, c'est quand notre enfant est moins intéressé, bien, on a plus tendance à l'abandonner. On se dit, il n'aime pas ça, mais on ne va pas le forcer. Oui. Ah non, moi, je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il faut trouver quelque chose. Puis on parlait de nature, de randonnée, de juste être bouger à l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Là. On peut aller faire une randonnée entre amis quand on bouge en gang, puis... Mais c'est ça qu'on avait parlé aussi, tu sais, de la nature. Il y a tellement un effet bénéfique à être dehors. Puis ça a été démontré pas seulement sur la santé physique, mais sur la santé au niveau des TDAH, des risques cardiovasculaires, tant pour un adulte que pour un enfant. Je pense que c'est vraiment la base. Puis, tu sais, il y a aimé le sport puis aimer bouger aussi. Oui, je crois que c'est deux choses différentes. Ouais. Puis je trouve que, tu sais, tu as parlé des jeux de sentinelle, ballon chasseur, whatever, au primaire, mais quand on embarque dans le secondaire, on tombe, justement, on oublie tous ces jeux-là, puis on embarque dans du soccer, du volleyball, puis c'est vraiment des sports... Je pense que là, on doit perdre une partie des enfants. Exact. Parce que, mais... un petit party de bureau, là, on commence par une game de ballon chasseur, c'est sûr que tous les adultes vont avoir du plaisir. Tout le monde va avoir du fun. Exactement. Fait que, tu sais, pourquoi on s'éloigne un peu de ça pour rentrer dans un contexte qui est dirigé. Puis des fois, les enfants qui n'aiment pas le sport, ils n'aiment pas la rigidité qui vient avec... Tu sais, c'est très adulte, là, tout ce qu'on leur demande. Il y a des enfants qui spontanément aiment ça, mais il y a des enfants qui ont besoin qu'on nourrisse leur créativité, qu'on nourrisse leur imaginaire, que... Mais je me questionne aussi, tu sais, par rapport à l'éduc au secondaire ou peu importe au primaire.
Puis tu parles de rigidité un tout petit peu de ça. Est-ce que, si je me demande sur les bases de cotation ou de noter des enfants, si on parle de... Tu sais, souvent, moi, je me souviens au secondaire, pour avoir un A, ben il faut que tu cours, tu sais, tant de minutes, il faut que tu fasses, tu sais, tant de passes. C'est vraiment sur la performance. Puis c'est sûr qu'un enfant qui aime moins qui aime moins le sport ou qui est moins moteur, ben il y a des mauvaises notes. Puis en ayant des mauvaises notes, ben la motivation, ça aide pas la confiance en soi, ça aide rien de tout ça. Fait que je me demande si ça devrait être noté pour la participation. Bien, je pense que c'est tranquillement en train de changer. Ce serait intéressant de questionner un enseignant d'éducation physique, peut-être même de génération, tu sais, comme fraîchement sorti de l'université. Je pense que c'est des choses qui sont en train de changer, de ce que j'entends des enfants, de mes enfants, que je pense que c'est primordial, en fait, parce que la performance, c'est comme un petit peu en dehors du contrôle de l'enfant, là. Tu sais, si on a un examen de maths, on va aller étudier, mais là, si on a un examen de basket, notre parent va pas nous amener tirer des ballons pour qu'on devienne meilleur là-dedans. De toute façon, c'est pas ça le but. Le but, c'est que l'enfant ait du plaisir à bouger. C'est tout. Puis si on revient... on a parlé de ceux qui ont peut-être moins de potentiel, mais l'autre catégorie qu'on parle, les jeunes qui ont plus de potentiel, que rapidement on va les mettre dans un même sport plusieurs heures par semaine. Si un jeune est déjà là-dedans, dans 20 heures de sport par semaine, puis qui désire aller chercher comme des compétences de base, qui l'a peut-être pas, ou se faire évaluer, ou juste aller les chercher, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile, tu sais. On sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut faire, comment aller chercher ça. Ce serait quoi les stratégies? Quels professionnels rencontrer pour ça? C'est quoi les ressources pour ces jeunes-là qui nous écoutent et qui se disent « Mon Dieu, je pense que j'ai pas mes bases. » Tu veux y aller? Vas-y. Ben, de mon point de vue, plus un peu plus comme neuro, je pense que tout ce qui revient au contrôle de la posture, la qualité de la posture, puis c'est neurodéveloppemental. Moi, c'est pas mal mon seul outil d'observation. Au début, l'observation. Donc, j'ai développé vraiment un œil par rapport à la qualité de l'alignement que je recherche. J'ai développé un œil par rapport à la qualité des mouvements que je recherche aussi. Et c'est sûr que je suis un petit peu vendue de peut-être aller consulter en physiothérapie pour être sûre que puis pas nécessairement en neuro, là. Au contraire, vous êtes super bien placé en musculo-squelettique pour aller chercher toutes les composantes normales du mouvement et de la stabilité, mais de vraiment retourner là, au contrôle de la posture, les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, tout ce qui nous permet de bouger finalement. Pour bien bouger, ça prend de la stabilité. Donc, moi, c'est sûr que j'encouragerais à consulter en physiothérapie. Pour bien bouger et prévenir les blessures. Oui. Puis, si on repense à en bas âge, tu me parlais du 4-pattes, tout ce que ça va chercher comme stabilité, bien, un sport qui peut être intéressant au point de vue de la stabilité ou du point de vue des bases. Je ne sais pas si c'est un sport populaire pour les ados, mais c'est le yoga. Oui, exactement. C'est en fait un sport, une activité physique qui peut être vraiment bénéfique. Si l'enfant est moins le jeune est moins intéressé au yoga, ça serait peut-être d'inclure dans son entraînement salle des exercices qui sont très spécifiques au niveau du contrôle moteur. Oui. Tu sais, je pense, c'est ça, le yoga, comme tu dis, c'est pas nécessairement quelque chose qui est populaire auprès des jeunes, surtout des garçons. Tu sais, des fois, je propose ça à un joueur de football, puis il me regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je pense aussi, c'est d'aller chercher. Moi, je trouve que le yoga, tout le monde devrait en faire, puis c'est un cross-training pour pas mal tous les sports. Parce que tu pratiques la respiration. La respiration, c'est hyper important si tu veux être performant, c'est de bien coordonner un petit peu tout ça avec la stabilité, être stable puis de bouger. Fait que tous les athlètes, je pense qu'ils devraient avoir un minimum de yoga dans leur semaine. Pilates, c'est un petit peu la même affaire. Pilates, ça, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si ça accroche un peu plus, mais dans le fond, puis il y a des classes de yoga maintenant qui sont avec de la musique beaucoup plus entraînante. C'est pas obligé de venir avec tout le côté spirituel de la chose. Ça peut être chez soi, ça peut être des vidéos, ça peut être juste comme quelques exercices en guise d'échauffement. Ben, peut-être pas d'échauffement, mais comme qui font partie de ta pratique sportive, des positions qui font partie de puis de faire du sens, peut-être les coachs, les préparateurs physiques, de faire du sens entre peut-être une position de yoga puis le sport du jeune. Et bien là, encore là,
je sais que les physios en approche plus sportive, vous faites ça beaucoup, de déconstruire le geste moteur puis de retourner à la base qu'on a besoin de travailler, puis d'aller après ça donner un bon programme d'exercice qui pourrait après ça être suivi par d'autres professionnels. C'est juste qu'en physio, on est vraiment rigide sur les compensations. On veut pas que nos enfants trichent. Je sais pas si c'est le cas des autres professions. C'est plus ça. Des fois, moi, j'aime beaucoup la biomécanique, là, fait que je fais beaucoup, puis je trouve ça vraiment important. Tu sais, un jeune qui fait du sport, si tu fais juste une réadaptation normale, à un moment donné, il va décrocher. Mais quand tu rejoins son sport à ta physiothérapie, là, il va vraiment accrocher. Comme du yoga, il y a tellement de positions, puis des fois, j'adapte un tout petit peu, puis t'adaptes dans un geste sportif. Puis comme tu parles de stabilité, je travaille beaucoup de stabilité avec mes jeunes, antéro-postérieur, latéro-latéral. Après, on va dans les torsions, de statique vers dynamique. Puis un jeune au soccer, juste tenir l'équilibre puis jongler le ballon. Absolument. C'est quelque chose. Un joueur de basket, tenir l'équilibre, puis prend un ballon de basket, puis tourne-le autour de ta taille. Je pense que c'est de rendre la physiothérapie un peu plus ludique pour les jeunes. C'est ça la clé un petit peu de tout ça. Là. Tout à fait. Puis il y a une composante neuro dans tout ce que tu viens de dire. Puis dans les recherches qui sont faites en réadaptation neurologique, suite à une insulte au cerveau, un problème au cerveau, quelque chose, la motivation est essentielle dans la réadaptation. Si l'enfant est pas, si la personne n'est pas motivée, si elle n'initie pas par elle-même les gestes, c'est juste des techniques manuelles, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit toujours ensuite intégré dans la tâche. Donc là, c'est le geste sportif, c'est dribbler le ballon, c'est botter le ballon. Fait que si le jeune fait juste un sport plusieurs heures par semaine, la famille n'a pas les ressources ou la motivation, le petit veut pas aller en physio, une des choses qu'on pourrait faire, c'est du yoga. Oui. Si c'est pas très populaire, c'est pas dans les options non plus, est-ce que je peux supposer que juste participer à un sport différent de ce premier sport-là pour être une stratégie aussi, de juste trouver un autre sport qu'il aime, puis de cette façon-là, aller chercher peut-être des aptitudes qu'il n'y a pas dans le premier sport, puis aller les chercher dans le deuxième? Probablement. Oui, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, moi, je parle beaucoup de, tu sais, tu parlais de fondement de base. Fait que c'est sûr qu'il y a comme toute la stabilité, il y a toute la force, il y a toute la mobilité. Fait que tout ça, quand c'est fait, il y a la prochaine étape, pour moi, c'est j'appelle ça les ABCs. C'est anglophone, mais anglophone. A, agilité. B, c'est pour balance, l'équilibre. Puis après ça, le C, c'est pour la coordination. Fait qu'en faisant plusieurs sports, tu peux aller cocher plein de petites affaires dans ces trois catégories-là pour faire un meilleur mouvement puis pour former un meilleur athlète. Un joueur de soccer qui fait juste du soccer puis qui est super habile avec ses jambes, mais ses mains, on sait pas, il sait pas comment fonctionner, mais ça va pas, il va pas être mieux nécessairement. Fait que de varier les sports, de coordonner vraiment tout ton corps, je pense que ça, c'est... Puis est-ce qu'on aurait comme des combinaisons de sports idéales, style soccer, danse hip-hop? Je pense que je sais pas, gymnastique, natation, je sais pas, tu sais, comme... Est-ce qu'on cherche vraiment des sports complètement différents ou quelqu'un qui fait du volley puis va faire du handball, je sais pas, peut-être imaginer des sports si je te donne un exemple, le cross-training, souvent pour la course, c'est du ski de fond. OK. Fait que les gens qui courent pendant l'année, puis pendant l'hiver, ils font du ski de fond. Fait que ça, c'est quand même un bon cross-training, mais séparé dans le sens que c'est deux saisons qui sont différentes. Mais c'est différent en termes d'équipement puis de saison ou c'est aussi comme complémentaire physiquement? On dirait que j'aurais pensé que c'est non, je pense pas. C'est plus c'est comme plus une continuité à faire. Fait que c'est pour ça que je dis souvent... pour donner le repos, de la mise en charge, c'est ça, je comprends. Ça, c'est plus dans tu parles de ce que le soccer est up, mais souvent, les gens, ils font beaucoup de sports qui sont pas complémentaires. Je peux pas dire complémentaires, mais je veux dire, c'est un peu les mêmes mouvements que tu cours, que tu fais du ski classique. C'est un petit peu la même chose. Il y a un impact, puis il n'y a pas d'impact. Souvent, les
plongeurs, ils vont... leur cross-training, c'est de la gymnastique. Ou les patineurs artistiques, c'est souvent de la gymnastique, mais c'est un peu le même mouvement au final. Fait que, ce serait à questionner si, comme toi tu dis, le soccer avec le hip-hop, ça se peut que ce soit plus bénéfique parce que ça change. Juste intuitivement, quand on voit beaucoup de joueurs de soccer qui en font vraiment beaucoup, une des choses qu'ils ont, c'est beaucoup de blessures de pieds-chevilles, bien entendu, puis surprenamment, leur équilibre, leur proprioception est très mauvaise. Fait qu'on s'attendrait au contraire, pour prévenir les blessures, qu'ils soient super bons là-dedans. Donc, si on dit, mettons, le soccer, un des problèmes, c'est qu'ils sont... tu parlais des membres supérieurs, mais l'autre problème, ce serait l'équilibre, dans une visée plus de prévention des blessures. Peut-être qu'on pourrait penser à une activité qui va travailler l'équilibre, comme la danse. Là, j'ai dit hip-hop parce que je pense que c'est peut-être plus populaire que le ballet classique, mettons, mais n'importe quel sport qui va travailler sur une jambe, c'est peut-être le patin artistique, peut-être... Oui, très intéressant. Autre chose, mais qui va aller chercher la compétence, comme tu parlais des ABC, tu sais, s'il manque le volet équilibre, ben c'est ça qu'il faut travailler, puis il faut trouver un sport qui va travailler ça. Mais tu sais, c'est ça on se questionne, qu'est-ce qui vient, tu sais, tantôt on parlait d'orthèse, qu'est-ce qui cause quoi et tout, mais tu sais, quand on regarde, on dirait que quand on regarde chaque sport, il y a un corps comme typique de ce sport-là, puis un joueur de soccer, c'est un grand gars, super musclé, super hypertonique, qui bouge vraiment rapidement, puis tout, tu sais, mais si on parle de pas le neuro, c'est comme on avait dit, c'est pas neuroatypique, mais il y a peut-être certains éléments qui font en sorte que justement ils sont bons au soccer parce qu'ils sont bons à bouger, mais dès que tu les fais plus bouger puis qu'ils sont sur une place statique, ben c'est complètement différent. Il n'y a pas le choix, c'est le ballet, là. Exactement. Alors, nos recommandations officielles. Le ballet classique et le soccer. Mais effectivement, tu sais, c'est de façon générale, on va tous avoir des forces, des défis. Un enfant qui a beaucoup, beaucoup bougé, est-ce que c'est un enfant qui a bien développé sa stabilité? Mettons, en très bas âge, ça, c'est intéressant. C'est les enfants qui bougent beaucoup, qui sont à la recherche de différentes sensations, ils vont s'auto-stimuler, puis ils vont apprendre les choses très rapidement, mais rester statique, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, tout ce qui va nécessiter des sports ou des activités physiques où est-ce qu'on doit freiner, où est-ce qu'on doit s'arrêter, où est-ce qu'on doit contrôler nos gestes un peu plus, ou sinon aller chercher une variété au niveau de l'environnement, la natation. Peut-être l'effet de l'eau, bouger contre résistance, pas de mise en charge. Mais tu vois, je pense que ça revient aussi au yoga. Que tu pratiques des activités statiques sans... Moi, le yoga, je dis à tous mes jeunes que c'est une arme secrète. C'est un secret bien gardé. Mais ce qui est vrai, en fait, je pense que c'est comme c'est une activité très, très, très complète à tout ce qu'on peut faire, puis qui rejoint tous les sports aussi, là, par rapport à ça. Puis, dans le fond, je pense le point, là, c'est que souvent, les choses qu'on doit travailler, c'est les choses qu'on est le moins bon. Les choses que quand on le travaille, on n'aime pas ça. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'en rendu là, c'est encore une question de motivation, c'est de faire le lien. Tu sais, si je vais travailler un exercice pour mes abdominaux profonds, pour avoir plus de stabilité, c'est ça qui va m'aider à retourner au sport plus rapidement ou à pas quitter mon sport. Tu sais, c'est comme s'il faudrait que ça vienne ensemble. Ça fait partie du deal. Fait que si vous vous demandez qu'est-ce que je devrais travailler, bien, demandez-vous dans quoi vous trouvez moins bon, qu'est-ce que vous avez moins faire. C'est sûrement ça. Mais après, en fait, je pense que c'est un des messages clés, c'est vraiment, on parle beaucoup de motivation, d'intérêt, puis d'aller chercher une activité. C'est bon de bouger. C'est les recommandations de base, c'est de bouger, c'est de faire de l'activité physique. Fait que je pense que tout le monde peut se retrouver dans une certaine activité. Bouger n'équivaut pas sport. T'es pas obligé d'aller t'inscrire à un cours de soccer. Tu peux, comme on avait dit, faire de la randonnée, aller faire du patin. C'est un côté plus artistique. Tu peux faire du cirque, tu peux faire de la danse. Tu peux utiliser ton corps sans nécessairement être dans quelque chose de plus d'une performance là, qui est plus rigide, plus terre à terre. Là. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait proposer un genre de test que les gens pourraient faire à la maison? En famille, pour tester, par exemple, leur équilibre. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que vous avez quelque chose que les gens pourraient faire comme
ensemble, puis dire, bon, ben je pense qu'on a tous besoin de travailler là-dessus. Vas-y pour les plus jeunes. Ben, je pense qu'effectivement, l'équilibre unipodal, ça serait vraiment... normalement, là, on devrait être capable de faire au moins autant de secondes que notre âge, surtout en bas âge. Là. Éventuellement, tu sais, un enfant de 10 ans, il peut sûrement faire 30 secondes là, sur un pied. Là. Fait que là, à un moment donné, il faut que les attentes augmentent. Être capable de rester sur un pied, puis être capable de ne pas bouger sur un pied. Dans le fond, c'est ça l'équilibre, c'est être capable de garder notre corps au-dessus de notre appui. Donc ça, on voit que oui, on tient sur un pied, mais on fait l'avion en même temps. Ça oscille de partout. Ben, à ce moment-là... fait que ça serait un beau challenge. Tout le monde se met sur un pied, puis on regarde qui tient le plus longtemps, qui est le meilleur en termes de qualité d'équilibre. OK. Toi, Lily, est-ce que tu as quelque chose d'autre Ben, pour les plus vieux, moi, je te dirais l'équilibre aussi. C'est quelque chose, si on met tout le monde dans le même panier, puis que c'est vraiment la base à avoir. Puis moi, mes jeunes, je veux qu'ils tiennent au moins à 30 secondes en équilibre statique, les yeux ouverts, les yeux fermés. Les yeux fermés, ça rend ça un peu plus difficile. 30 secondes, les yeux fermés aussi? Oui, 30 secondes, les yeux fermés ou sur une surface qui est plus instable. Comme un coussin sur le gazon, sur le sable, pour travailler plus la proprioception. Puis moi, ce que j'aime tester chez mes patients, puis souvent, ce qui manque beaucoup, c'est la stabilité au niveau du tronc. Fait être capable de tenir une planche. Tu veux dire, se mettre en position planche. Se mettre en position planche, pas seulement antérieure, souvent c'est ça qu'on fait, mais en planche latérale aussi. Ça fait travailler tellement de choses, puis ça donne vraiment un bon cue sur la stabilité. Puis est-ce que tu vois des athlètes assez haut niveau qui sont pas capables de le faire? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Intéressant. Fait que je pense qu'à la fin de ce podcast-là, teste équilibre sur une jambe, les yeux fermés, puis essayer de faire la planche sur le côté. Ça, c'est la base. Moi, je pense que c'est la base d'avoir un bon tronc pour ensuite bouger. Mais comme je dis, c'est vraiment de relativiser dans qu'est-ce que les gens ils veulent faire, puis de garder un certain équilibre dans le mouvement. Puis, en physio, on pense toujours d'aller consulter un physio quand on a déjà un problème, mais le physio est là aussi à titre de prévention. Fait que moi, je dirais la meilleure chose, si la recommandation que je donnerais, c'est d'aller consulter un professionnel. Fait que si c'est pour les enfants plus jeunes, d'aller consulter un physiothérapeute en neurodéveloppement. Pour les plus vieux, il faut consulter un physiothérapeute en orthopédie, mais s'assurer que c'est vraiment le bon professionnel. Est-ce que ça peut être un kinésiologue? Ça peut être un kinésiologue aussi, qui va pouvoir travailler autre chose aussi. Faire une évaluation plus peut-être de l'aspect ABCs? Oui, ça c'est sûr, mais c'est plus, je pense qu'au niveau, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais au niveau de la spécialisation pédiatrique en kinésiologie, je pense qu'elle est moins développée en ce moment. Je pense qu'elle est en train de se développer. Alors oui, éventuellement, en fait, le travail interdisciplinaire, c'est la meilleure chose. Fait que physio-kin, ça marche très, 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 très bien. Fait qu'un professionnel, c'est la meilleure personne Je pense que c'est une bonne réponse. Qui pourrait consulter pour... Peut-être le physio pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie sous-jacente. Puis après, le kinésiologue pour peut-être même bâtir un programme. C'est ça. Oui, puis aller peut-être justement intégrer dans le geste sportif. C'est quand même leur expertise, c'est ça. Puis souvent, c'est les cas que je trouve qui fonctionnent le mieux. Puis dans le continuum de la réadaptation, il y a la blessure. On arrive à un certain point, puis après ça, il y a la performance aussi. Fait que souvent, quand j'arrive à un certain point, on a rééduqué un geste sportif à plus basse vélocité. Là, je recommande souvent le kinésiologue, on travaille ensemble, puis je pense que n'importe quel athlète ou sportif devrait passer par ça. Puis ça prend pas 2 séances de traitement. Super. Autre chose qui serait important à mentionner? S'il y a des gens en clinique, justement, qui nous écoutent, de ne pas hésiter à mélanger un petit peu les approches. Tous les physiothérapeutes, on a une base en neurologie. Essayez de revenir un peu à cette base-là. Essayez de vous intéresser un peu à ça a été quoi le passé de ce jeune-là? Qu'est-ce qui aurait pu lui manquer? On a tendance à mettre la pédiatrie souvent comme, puis surtout le neurodéveloppement, comme une surspécialité, mais tout le monde devrait bien comprendre ces bases-là pour rééduquer un mouvement par la suite ou pour aller donner qu'est-ce qui manque, de revenir un petit peu au début de la vie, là, finalement. Oui, c'est une super bonne réponse. Oui.
Eh bien, un grand merci. Avec plaisir. Ça fut vraiment intéressant. Oui, vraiment. Moi aussi. Ouais.